Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Monaco Info dans votre 19h. Tout de suite, le sommaire de ce mardi 28 novembre. La dernière conférence de presse de la jeune chambre économique de Monaco s'est tenue ce matin même. L'occasion d'aborder une thématique toute particulière, celle du sport comme vecteur d'attractivité. Plus d'informations à découvrir dans un instant. La saison 2023 de Formule 1 vient de se terminer ce week-end à l'occasion du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Red Bull et Max Verstappen sont sacrés champions du monde. Alors, quels grands enseignements doit-on tirer de cette saison? La réponse avec notre invité, le journaliste Eric Bilderman. Le restaurant municipal de Monaco vient tout juste de recevoir la certification Mon Restaurant Responsable. Une belle distinction pour une cuisine plus saine et plus durable. Reportage à suivre dans ce journal. Le peuple arménien fait face ces derniers mois à un nouvel exode. Pour nous parler de la situation que vit la population sur place, nous recevrons dans ce journal Tigran Yegavian, un spécialiste de l'Arménie, qui sera d'ailleurs en conférence cette semaine au diocèse de Monaco. Troisième et dernier jour de visite officielle du prince Albert II en Malaisie. Place au volet environnemental aujourd'hui avec la découverte des centres nationaux de conservation des tigres malaisiens et des éléphants d'Asie. Accompagné par Sa Majesté le roi Abdullah Shah, le prince souverain a pu apprécier tous les efforts de la Malaisie pour protéger sa diversité. Sur place, Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Cela n'en a pas l'air, mais dans sa cage, Anna est en train d'être sauvée. Comme des dizaines d'autres tigres malaisiens, elle fait partie du programme de conservation et de repeuplement du tigre sur la péninsule malaise. La population de ce grand fauve a atteint un niveau critique ces dernières années. Le centre recueille donc des individus venant de la nature, blessés ou étant en conflit avec les populations humaines. Le Malayan Tiger Conservation Center s'occupe également de recueillir les tigres provenant des eaux dans le but de les réintroduire dans la nature en les éduquant à l'état sauvage. As we know, in 1950, there are about 3,000 individuals of tiger in Peninsular Malaysia, but due to the logging and forest loss, due to the development, based on a national survey that we have done in 2000, 2060 until 2020, we found out that the population is now decreased into 100, less than 150 individuals for nowadays. We are facing a critical moment. Yeah, that's why we need to do a lot of effort to increase the population of tiger in the wild. Pays qualifié de méga divers pour sa biodiversité exceptionnelle, la politique malaise est très portée sur l'environnement. À quelques centaines de mètres du centre de conservation des tigres, ce sont les éléphants d'Asie qui ont droit eux aussi à un traitement spécifique. Créé en 1989, le centre Kuala Ganda abrite une dizaine d'individus victimes eux aussi de l'activité humaine. Après un petit défilé, le prince souverain et Sa Majesté le roi ont pu se retrouver au plus près de ces animaux majestueux pour un moment privilégié. Et après l'effort, le réconfort, un petit bain bien mérité pour ces éléphants sous les yeux des chefs d'État encore sous le charme. Cette excursion marquait la fin de la toute première visite officielle d'un chef d'État monégasque en Malaisie. Le prince Albert II dresse le bilan de ces 3 jours à Kuala Lumpur. Écoutez, un bilan tout à fait positif, car même si j'étais déjà venu en Malaisie, même si il y avait déjà des liens, non seulement avec la famille royale, mais avec différents acteurs économiques, je crois que c'était important de non seulement d'ouvrir ce consulat, finalement, je dirais, parce que ça fait quelques années que nous cherchions à ouvrir un consulat ici à Kuala Lumpur. Et
notre nouveau consul, Dato Srinaresh, est quelqu'un de très dynamique et de très volontaire et qui, j'en suis sûr, va très bien représenter la principauté et va faire avancer beaucoup de dossiers que nous avons pu initier. Et puis, bien sûr, cet accueil extraordinaire que la délégation et moi-même avons reçu ici, cette très belle cérémonie de visite officielle, cette grande générosité et gentillesse de la part de Sa Majesté le Roi et de toute sa famille m'ont beaucoup touché et je crois ont touché l'ensemble de la délégation. Et puis ces visites tout à fait extraordinaires de ce centre de réhabilitation des tigres et de ce sanctuaire des éléphants eh bien, prouve bien là aussi que le grand intérêt que portent les Malaisiens à leur nature, à des espèces emblématiques de leur pays, mais aussi d'Asie. Et donc, qu'ils ont à cœur aussi de protéger certaines zones, de les sanctuariser et de faire ce qu'il faut faire en matière de protection de milieux naturels pour être tout à fait en adéquation avec ce qui se passe ailleurs, puis avec ce que nous essayons de promouvoir aussi à la Fondation. Mais je crois que c'était important aussi d'initier ce dialogue. Ça s'est fait aussi au travers de ce forum économique que nous avons pu organiser hier, grâce à notre consul, où nous avons pu présenter non seulement l'économie de la principauté, mais la principauté sous différents aspects, que ce soit culturel ou autre, mais aussi d'un point de vue durabilité, d'un point de vue de défense de l'environnement. Et donc je crois que c'est très très positif. Il y a déjà eu de très nombreux contacts. Il y a déjà de très bonnes idées de coopération dans différents domaines, mais bien sûr aussi avec la Fondation. Et donc je suis sûr que nous allons développer encore ces relations davantage à l'avenir. Justement, par rapport à ces relations et ces contacts, finalement, cette visite officielle, c'était entre diplomatie, économie et écologie, si l'on peut dire cela comme ça. Comment est-ce que vous jugez le rapprochement entre Malaisie et Monaco ? C'est facile, je dirais, quand vous parlez avec des gens qui partagent les mêmes préoccupations et les mêmes valeurs, même si la Malaisie et la principauté sont de cultures assez différentes, sont de taille très très différentes, mais je crois qu'ils ont le souci de bien s'intégrer à la communauté internationale toujours et d'être aussi ouverts sur le monde, ce que nous essayons d'être à Monaco. Et donc je crois que, comme je le dis, nous allons certainement trouver... C'est pour ça que nous avons laissé le champ assez ouvert de possibilités de coopération, que ce soit en économie, que ce soit en culture, que ce soit en sport, que ce soit en environnement. Eh bien, nous allons, j'en suis sûr, trouver de très beaux projets de coopération et de développement de ces relations qui nous tiennent à cœur. Prochaine étape pour le prince souverain, un dîner de levée de fonds pour la Fondation Prince Albert II qui se déroulera à Singapour et puis dans la foulée direction Dubaï pour la COP28. Merci beaucoup à vous Yannick de Bever de nous avoir emmenés à vos côtés au cœur de ce déplacement princier en Malaisie. Je vous le disais en titre, la jeune chambre économique de Monaco vient d'organiser son dernier petit déjeuner conférence de l'année. Le rendez-vous était donné ce mardi matin au Méridien Beach Plaza, avec une thématique bien particulière, le sport vecteur d'attractivité en principauté. Reportage signé Fabien Bonilla et Thomas Deus. On le sait, la principauté est une terre de sport. De grands événements internationaux s'y déroulent depuis des décennies, sans parler des clubs monégasques au plus haut niveau, tels que le foot ou le basket. Eh bien, la jeune chambre économique a décidé d'en faire une thématique pour une conférence, la 4e et dernière de l'année. C'est bien l'équipe des petits déjeuners elle-même qui a choisi cette thématique. Donc c'est vraiment une émanation des membres, des jeunes membres qui la composent. Et en fait, le sport transmet des valeurs auxquelles on est vraiment très attaché à la jeune chambre économique et encore plus généralement à la Junior Chamber internationale. Deux intervenantes pour animer ce débat, Mathilde Leclerc, conseillère nationale et présidente de la Commission de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et Geneviève Berthy, directrice de la communication du gouvernement et par le passé, entre autres, responsable presse de l'ASMFC.
Le sport est réellement un vecteur d'attractivité en principauté. Il permet, comme d'autres facteurs aussi, mais de faire rayonner la principauté. C'est une véritable identité aussi et ça permet à notre principauté d'être vue à l'extérieur. Le message serait de dire que tout est lié. En fait, le sport est un des facteurs d'attractivité de Monaco. Et que Monaco en bénéficie dans son ensemble, que ce soit le tourisme, l'investissement, potentiellement les résidents ou en tout cas les nouveaux résidents, parce que c'est comme un démultiplicateur d'attractivité en fait. Le Grand Prix de Monaco qui célébrait sa 80e édition cette année, le 92e Rallye Monte-Carlo en janvier prochain, le Monte-Carlo Rolex Masters, ce tournoi de tennis a été créé en 1897, ou encore le jumping, le Mare Nostrum, des athlètes monégasques s'illustrent à l'international, le pilote Charles Leclerc, le boxeur Hugo Mikalev, les bobeurs 6e au dernier JO qui ont frôlé la médaille de bronze et j'en passe. Sans oublier bien sûr les nombreux clubs amateurs qui s'illustrent chaque week-end dans leurs compétitions. Inutile d'en dire davantage, le sport occupe une place centrale et fait partie de l'ADN de la principauté. Et cela valait bien une thématique pour cette dernière conférence de l'année de la jeune chambre économique. Après la victoire de Max Verstappen au Grand Prix d'Abu Dhabi ce dimanche, Red Bull a accentué son écart et termine plus que jamais champion du monde des constructeurs. Mais la course du jour était surtout essentiellement dans la lutte entre Mercedes et Ferrari. Ferrari qui termine finalement à la 3e position. Mais de votre côté, avez-vous suivi la F1 et quel est votre pilote préféré? Voici vos réponses au micro de Christine Tomel. Toujours enthousiasmé de voir les Grands Prix et puis bon, les dimensions que les différents Grands Prix peuvent prendre, mais le Grand Prix de Monaco reste pour moi mon préféré. On va dire que joyeusement ça met pas mal de bordel pour construire, pas mal de bordel pour déconstruire. Après c'est toujours un plaisir. C'est vraiment un sport qu'on aime beaucoup en famille. En fait, c'est vraiment un sport qu'on regarde en famille, même mon beau-frère et tout. Je pense que tous les pilotes et les staffs apprécient d'être au cœur de Monaco, pour l'atmosphère de l'automobile, pour l'ambiance, pour le public et pour la fête, bien sûr. Honnêtement, je ne suis pas du tout la F1. Maintenant, je sais que Verstappen, il est très bien placé de ce côté-là en Formule 1. Mais non, je ne suis pas trop fan de Formule 1 de ce côté. Plus foot et basket. Leclerc, pour moi. Pilote préféré. Alors pourquoi? Parce que c'est un Français. Verstappen, bon, le pilote préféré de mon fils. En fait, je ne suis pas trop la Formule 1, non. C'est Verstappen. Charles Leclerc, puisque c'est un compatriote. Même pas Charles Leclerc. Désolé, monsieur Leclerc, non, je ne connais pas, je suis désolée. Charles Leclerc qui a pourtant réalisé un très beau Grand Prix à Abu Dhabi ce week-end en terminant à la 2e position. Pour nous en parler, pour aller plus loin dans l'analyse de cette saison 2023 de Formule 1, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Eric Bilderman, grand reporter à l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Alors on est vraiment ravis de vous avoir sur notre antenne alors que vous vous trouvez encore en ce moment même à Abu Dhabi où la saison de Formule 1 vient tout juste de se terminer. Alors quel bilan feriez-vous justement en quelques mots de cette saison? Écoutez, c'est un bilan contrasté, fantastique si on se fie aux chiffres et aux statistiques, puisque on a une équipe Red Bull qui a gagné 21 des 22 Grands Prix, un pilote qui en a gagné, Max Verstappen, 19 sur 22. Donc c'est exceptionnel, c'est unique dans l'histoire de la Formule 1. Mais d'un autre côté, on a perdu en émotion, on a perdu en suspense. Alors soit les spécialistes vont se réjouir des chiffres et des statistiques, soit les fans et surtout ceux qui sont arrivés il y a quelques années seulement sur la Formule 1 ont pu un peu déchanter avec ce One Driver Show, comme on pourrait quelque part résumer cette saison. Vous l'avez dit, Max Verstappen, c'est 19 victoires en 22 Grands Prix cette saison. Peut-on parler d'une véritable suprématie ou a-t-il finalement un petit peu profité des erreurs des autres pilotes ? Non, je crois qu'en fait, avec le changement de réglementation début 2022, on a vu qu'une seule équipe avait réussi à parfaitement interpréter le nouveau règlement, c'est Red Bull. Toutes les autres équipes ont eu des difficultés, soit au niveau de l'aéro, quelques-uns également au niveau des moteurs. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, à partir du moment où la réglementation est figée jusqu'à la fin de la saison 2025, l'avantage qu'a pris Red Bull, eh bien, leur permet quelque part d'asseoir leur domination parce qu'ils travaillent dans la sérénité, puisque quand ils développent leur voiture, ils la développent en sachant qu'elle est bien née, alors que les autres doivent repenser totalement parfois le concept, comme Mercedes,
comme l'a fait également récemment Aston Martin ou McLaren. Et avec un budget limité, vous ne pouvez pas malheureusement totalement effacer les erreurs que vous avez commises pour repenser une voiture à 100%. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est vrai que pour la première place cette saison, il n'y avait pas trop de suspense. Par contre, il y a eu un duel acharné entre Mercedes et Ferrari. C'est finalement Mercedes qui s'empare de la seconde place avec 3 unités d'avance, je crois. Charles Leclerc a pourtant tout tenté, notamment à la fin de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Ouais, alors Charles Leclerc a été extraordinaire parce qu'il était à la fois pilote, il était quelque part un ingénieur sur la murette, il était en même temps le statisticien et le stratège de l'équipe et le communicant de l'équipe, puisque tout ça a été diffusé en direct pour les téléspectateurs. Et en fait, on a vu qu'il avait imaginé un stratagème pour essayer de piéger George Russell en laissant passer Sergio Pérez qui devait récupérer 5 secondes du fait d'une pénalité qu'il avait reçue. Et tout ça s'est joué à moins d'une seconde puisque Sergio Pérez n'est arrivé qu'avec 4 secondes d'avance sur le Britannique George Russell. Donc à l'arrivée, ça n'a pas suffi. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'à l'issue de ce Grand Prix, Toto Wolff, le patron de Mercedes, a rendu un hommage appuyé en disant que c'était un gentleman, que c'était un grand pilote, que c'était un type bien et que Charles aurait très bien pu, une fois qu'il a été dépassé volontairement par Sergio Pérez, eh bien, ralentir et quelque part mettre le frein à main pour bloquer George Russell. Il ne l'a pas fait. Voilà, c'est de la race des seigneurs et du côté de chez Mercedes, on lui a rendu un hommage appuyé. Vous qui côtoyez ces pilotes tout au long de l'année, est-ce que selon vous, les qualités de Max Verstappen et celles de Charles Leclerc sont comparables aujourd'hui ou pas du tout ? Je dirais que malheureusement non. On a un pilote abouti qui ne commet aucune erreur, qui est dans une forme de maturité absolue. Du côté de Charles Leclerc, on a un pilote qui a à peu près, je dirais, le même potentiel. Mais quand vous avez une voiture qui est moins performante, eh bien quelque part, vous êtes obligé de piloter à 101%. Max, lui, pilote à 99%. Quand vous êtes à 101%, bah, de temps en temps, vous commettez des erreurs. Vous pouvez les commettre aux essais libres, vous pouvez les commettre en qualification, vous pouvez les commettre en course. Mais toutes ces erreurs, à un moment donné, vous coûtent des points et mettent l'équipe forcément en situation compliquée. Donc, Charles Leclerc serait aujourd'hui un pilote Red Bull. La voiture aurait peut-être été imaginée et pensée en fonction de son style de pilotage. Et peut-être que ce que l'on dirait aujourd'hui de Max Verstappen, c'est ce qu'on dit aujourd'hui de Charles Leclerc. Et on dirait de Charles que c'est le pilote le plus abouti, le plus mature. La Formule 1, en fait, il faut toujours altérer le jugement par rapport à l'outil que l'on met entre les mains du pilote. J'aimerais aussi que l'on parle des modifications qui ont eu lieu au sein de la Formule 1 cette saison et ça a fait notamment couler beaucoup d'encre avec les nouveautés du circuit, notamment le Grand Prix de Las Vegas qui a été beaucoup critiqué. Max Verstappen lui-même a déclaré que ce nouveau circuit n'était pas au niveau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que Max Verstappen, c'est quelque part le tenant de la tradition et de la volonté de faire que le sport prenne le pas sur le show. Aujourd'hui, avec Liberty Media, le nouvel actionnaire de la Formule 1, on est parti sur l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut transformer de plus en plus la Formule 1 comme un show mondialisé. Une ville comme Las Vegas, eh bien, quelque part, permet de pousser à l'extrême le fait de travailler la Formule 1 comme un spectacle avec tout ce qui va autour, en oubliant pratiquement l'aspect sportif. Pourquoi on l'a oublié ? Parce qu'on a obligé les pilotes à piloter, donc avec déjà un décalage horaire incroyable par rapport au fait que quelques jours après, ils se retrouvaient à Abu Dhabi, 12 heures de décalage horaire, mais en plus à Las Vegas, on les a fait piloter parfois jusqu'à 4 heures du matin avec les essais libres dans la nuit du jeudi à vendredi. Donc non seulement vous aviez un décalage horaire à subir d'un sens dans l'autre, puis de l'autre sens avec le retour, mais en plus sur place, vous viviez la nuit et vous essayez de dormir le jour. C'est criminel, je dirais, au niveau de la santé des hommes, parce que moi, je vous parle des pilotes, mais j'aurais plus envie de vous parler des mécanos, des gens dans les hospitalités qui, eux, ne voyagent pas en business class, qui n'ont pas de vol privé, qui ont vécu des jours de fatigue hallucinants et que j'ai vu il y a encore 2 jours à Abu Dhabi, ils avaient tous des cernes, ils étaient tous fatigués. Il y avait vraiment un gros coup au moral. Donc, si on enlève le côté chaud, si on met des horaires un peu plus normaux, eh bien, quelque part, ce Grand Prix a sa place au calendrier. Pour conclure, en tant que spécialiste et passionné que vous êtes, qu'espérez-vous voir la saison prochaine ?
Ah bah, malheureusement, je pense qu'on va voir la même chose. On va avoir une domination de Red Bull. Alors, ce que j'espère, c'est que Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, les équipes qui cette année ont progressé et ont disputé entre elles un championnat passionnant, eh bien, quelque part progressent un petit peu pour venir mordiller les chevilles de Max Verstappen. Et puis, en tant que Français, j'ai envie de voir Alpine revenir après une saison très difficile. Ils sont passés de la 4e à la 6e place au championnat. Et ça serait bien avec Esteban Ocon et avec Pierre Gasly, qui d'ailleurs est un grand ami de Charles Leclerc, bien de voir les Français briller comme le Monégasque. Parce que quelque part, c'est les 3 pilotes pour lesquels on a et on partage tous ensemble une émotion particulière. Merci beaucoup à vous, Eric Bilderman, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci à vous. Ce mardi, la mairie de Monaco a officialisé la nouvelle certification de son restaurant municipal avec le label Mon Restaurant Responsable, obtenu par la Fondation pour l'Homme et la Nature. Marjorie Crovetto, en charge du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable de la ville, a porté ce projet. Elle présente au micro d'Anaïs Rieu ses engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la protection de l'environnement. Il va y avoir beaucoup de bonnes pratiques qui vont être instaurées au restaurant municipal. Donc il faut savoir quand même que ces pratiques sont déjà en cours depuis un moment. Donc, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la concrétisation justement de cette restructuration du restaurant qui a été impulsée depuis pas mal de temps. Donc en fait ce qui va changer c'est ce que vous avez dans l'assiette, puisqu'il y aura vraiment des produits locaux, aussi l'introduction d'un pourcentage de bio plus important, avec des repas équilibrés aussi, les menus sont élaborés avec le chef du restaurant municipal, mais également avec la nutritionniste de la mairie. Donc vraiment, le personnel aura des repas de plus grande qualité et aussi plus équilibrés. Donc on a eu la chance de rencontrer justement la mairie d'Antibes, donc ils sont venus justement aussi visiter notre restaurant, nos cuisines et tout. Et donc c'est grâce à leur retour qu'on a vraiment souhaité également s'engager. Donc dans cette démarche vraiment qui est manger mieux et aussi protéger la planète. Pour nous aujourd'hui, c'est vrai que c'était une démarche qui nous tenait vraiment à cœur, donc on est vraiment très fiers d'avoir ce label. Et je pense que c'est aussi important toujours parce que nous on veut toujours montrer l'exemple, montrer qu'on peut améliorer les choses. Et donc d'avoir ce message auprès de notre personnel municipal, c'est très important. Et en plus, ils jouent toujours le jeu vraiment avec beaucoup de cœur. Et donc notamment aussi tout le personnel du restaurant municipal que je remercie aussi pour leur implication au quotidien parmi ces thèmes importants comme le développement durable. Ce jeudi 30 novembre, une conférence intitulée « Arménie, peuple en danger de mort » se tiendra au diocèse de Monaco. Un titre fort qui n'est pas sans évoquer l'actualité du moment. Après une offensive des forces de l'Azerbaïdjan le 19 septembre dernier, les Arméniens ont été contraints à l'exode. Une fuite vécue comme une nouvelle tragédie par le peuple et qui s'inscrit dans un conflit séculaire marqué par le génocide de 1915. Pour nous en parler ce soir, Tigran Yegavian, spécialiste de l'Arménie, qui interviendra justement ce jeudi lors de la conférence. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, avant d'aborder précisément la conférence qui aura lieu au diocèse de Monaco ce jeudi, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe en ce moment même pour le peuple arménien ? Le peuple arménien, malheureusement, renoue avec la tragédie parce qu'au mois de septembre dernier, il s'est produit l'irréparable, c'est-à-dire un nettoyage ethnique parfait dans l'indifférence pratiquement quasi générale, puisque le Haut-Karabakh, cette région qui était déjà victime d'un blocus qui l'étouffait complètement encerclé par l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh a capitulé, a été complètement anéanti, annexé par l'armée azerbaïdjanaise, qui donc espérait vraiment pouvoir en finir une fois pour toutes avec la présence de cette population arménienne autochtone, profitant d'un contexte géopolitique qui lui est favorable, c'est-à-dire l'affaiblissement relatif de la Russie qui est occupée avec la guerre en Ukraine, l'armée russe qui était censée être garante du cessez-le-feu et de la protection des civils arméniens, et de l'évolution en fait du contexte régional, la Turquie aussi qui fait avancer ses pions et le fait que nous vivons un vide sécuritaire. Donc les Arméniens souffrent énormément d'avoir perdu un berceau, un bouclier. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est que l'Azerbaïdjan ne veut pas s'en arrêter là et poursuivre son offensive en réclamant toujours plus de la part de l'Arménie qui n'a pas de levier, qui n'a pas les moyens de faire face tant le rapport de force est déséquilibré.
Vous l'avez dit, l'Arménie qui ne peut plus compter aujourd'hui sur son allié historique qui était la Russie. Trouver de nouveaux alliés, c'est une nécessité aujourd'hui, d'autant plus que vous l'avez dit, ce petit pays du Caucase est sous la menace d'une nouvelle attaque peut-être de Bakou. Oui, effectivement, la recherche d'une alternative, elle est indispensable, mais quelque part, nous arrivons un peu tard, puisque l'Arménie est un pays qui souffre de son enclavement, qui souffre du fait qu'elle est prisonnière de sa géographie, et d'être un petit peu dans le camp des méchants, puisqu'elle a été trop souvent suffisamment naïve de confier en fait les clés de sa souveraineté et de sa sécurité à la Russie. Et ça se paye. Aujourd'hui, le seul pays qui cherche vraiment à aider l'Arménie, enfin, il y en a 2 ou 3 maximum. Le premier, c'est la France. La France qui regarde avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe dans cette région parce qu'elle est consciente que ce conflit, en fait, dépasse très très loin le seul périmètre de quelques montagnes du Caucase du Sud. En tant que spécialiste de l'Arménie, comment voyez-vous évoluer la situation dans les semaines, dans les mois à venir ? Je crains une offensive militaire à l'Azerbaïdjan pour couper l'Arménie en deux, c'est-à-dire la couper de sa frontière avec l'Iran, là où l'Arménie est la plus sensible, la plus vulnérable, parce qu'il n'y a pas de profondeur stratégique. Je crains que l'Arménie soit à nouveau lâchée par la Russie. Je crains que le gouvernement arménien ne fasse pas les bons calculs, parce qu'il ne peut pas se permettre de se fâcher complètement avec la Russie, même s'il en aurait bien envie, parce que combien même la France et les Occidentaux ont de la sympathie pour l'Arménie, ça ne remplacera pas la Russie. Ces dernières années, ces derniers mois, les guerres de territoire se font de plus en plus nombreuses. On pense à la Russie et à l'Ukraine ou encore à Israël et la Palestine. Comment l'expliquer ? Il y a une phrase que j'aime bien du grand philosophe marxiste italien Gramsci. Il disait: le vieux monde a disparu, le nouveau monde tarde à venir, et nous ne voyons pas le bout du tunnel. Nous sommes dans ce qu'on appelle le temps des monstres. Donc c'est une époque au fait de transition que nous sommes en train de vivre, de reconfiguration géopolitique douloureuse vers un nouvel ordre international dans lequel l'Occident a perdu sa centralité et dans lequel, en fait, ce sont les acteurs mineurs qui essayent de dicter leurs lois et d'essayer de se disputer des zones d'influence. Et l'Arménie, dans cette optique, est victime de la géopolitique des empires. La conférence qui aura donc lieu ce jeudi 30 novembre au diocèse de Monaco s'intitule « Arménie, peuple en danger de mort ». On en a parlé un petit peu au début de cet entretien, mais ce n'est pas sans rappeler la triste histoire du peuple arménien. Le problème des Arméniens, c'est qu'ils ne prennent pas suffisamment compte des leçons de l'histoire, et l'histoire se répète inlassablement. Lors du génocide de 1915, l'Arménie a perdu les 2/3 de sa population, toute une civilisation en Anatolie a disparu, et en fait, ce qui est assez troublant, c'est d'observer que les mêmes acteurs ont les mêmes réactions, les mêmes comportements. La Turquie se comporte comme un assassin, hein, une vraie barbarie qui vise à anéantir justement toute altérité, un vrai rouleau compresseur. La Russie, en fait, intervient quand ça l'arrange, quand vraiment ses intérêts sont en jeu, et l'Occident se contente de belles paroles. Alors, je veux pas non plus avoir une vision simpliste, effectivement, il faut nuancer, et la France aide l'Arménie, et on a appris que la France envoie maintenant des armes pour aider l'Arménie à se défendre, mais ce qu'il faut, c'est vraiment une vraie alliance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut défendre les Arméniens non pas parce que ce sont des chrétiens ou parce que c'est un peuple ami, mais parce qu'il y va de la stabilité de tout un écosystème méditerranéen. Et effectivement, ces écosystèmes-là sont de plus en plus fragiles. C'est comme pour le cas des chrétiens d'Orient. On a besoin que les chrétiens restent au Liban, en Syrie, non pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils sont ciment. Ils cimentent en fait des sociétés qui ne se parlent pas entre elles. Merci beaucoup à vous, Tigran Yegavian, d'avoir été présent sur Monaco Info. Je rappelle que vous serez en conférence à la maison diocésaine ce jeudi 30 novembre à partir de 19h à propos de la situation en Arménie. Merci. À l'occasion du 60e anniversaire de la création de l'Ordre national du mérite par le général de Gaulle, une remise de prix à des jeunes et des adultes méritants a été organisée à la Maison de France. Le prix du civisme, de la francophonie, de l'initiative mémorielle et le prix de l'engagement citoyen ont ainsi pu être décernés. Dans le cadre du nouveau cycle Regard sur les grandes expositions de peinture qui se tient au Théâtre des Variétés et qui est organisée par l'AMCA, une conférence intitulée Manet Degas au musée d'Orsay a eu lieu ce lundi 27 novembre. Elle porte sur l'exposition qui a justement réuni dans la lumière de leur contraste les deux peintres. La conférencière Isolde Pludermacher, conservatrice au musée d'Orsay, a notamment décrit deux acteurs essentiels de la nouvelle peinture des années 1860-1880.
Le point sur vos prévisions météo avec Frédéric Hélion avant de refermer ce journal. Quel temps fera-t-il ce mercredi, Frédéric ? Il fera beau, Julia, avec un ciel parfaitement dégagé le matin, puis l'après-midi, quelques nuages apparaîtront, mais de belles et longues éclaircies sont prévues. Côté température, elles vont encore s'adoucir avec 6 degrés le matin et 13 l'après-midi. Mercredi 29 novembre, ce sera à la Saint-Saturnin. Et nous avons le plaisir de vous replonger ce soir dans la 3e édition du festival de cyclisme Béking Monaco qui a eu lieu ce week-end. Comme tous les ans, un critérium professionnel s'est affronté sur le célèbre circuit du Grand Prix de Monaco. Et c'est le Slovaque Peter Sagan qui a inscrit son nom au palmarès juste avant de prendre sa retraite. Les clichés de cette course sont signés Frédéric Nébinger. Il est l'heure de refermer cette édition. Merci à vous d'avoir été à nos côtés sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actualité de la Principauté. Très belle soirée à vous.